Alors, je suis Yannick Paquette, je dessine des comics aux États-Unis depuis 20 ans. J'ai fait pratiquement toutes les franchises auxquelles vous pouvez penser, Superman, X-Men, Batman, etc. En fait, moi, comme je disais, j'ai dessiné plein de titres, mais Swamp Thing est un peu particulier parce que mon influence de jeunesse, c'est Bernie Wrightson. J'ai découvert Bernie Wrightson dans une publication au Québec, donc en français, en noir et blanc, un truc qu'il avait fait. Et puis c'est devenu mon... si on regarde mes travaux de jeunesse, c'est presque du Bernie Wrightson ligne pour ligne. Ça a eu un impact immense. En vieillissant, j'ai un peu délaissé les comics. Et jusqu'à ce que je découvre Alan Moore sur Swamp Thing, ça m'a ramené dans les comics. Donc, Swamp Thing a servi de phare et de guide un peu dans ma carrière. Il a toujours été là des moments piliers de mon évolution et de mon cheminement dans les comics. Et bon, finalement, je suis devenu professionnel, j'ai fait plein de livres, puis au moment où on m'a offert Swamp Thing, pour moi, c'était un signe. Je reviens à la maison, à mes origines, d'une certaine façon. Et au contraire de, disons, Batman ou les X-Men, où tout le monde a dessiné les X-Men, tout le monde a dessiné Batman, il y a eu des Batman manga, des Batman réalistes à la Alex Ross. Swamp Thing a toujours été dessiné par un genre d'artiste un peu classique, un peu ici, un style graphique dans lequel je me sens parfaitement chez moi, parfaitement à l'aise. Et vu qu'ils sont pas si nombreux, le sentiment de joindre une petite communauté d'artistes avec Bissett, Total Ben, Bernie, bien sûr, Beach. Cette espèce de sentiment d'appartenance, de faire partie de cette espèce de club d'artistes, c'était plus évident pour moi. Et puis finalement, juste pour mettre encore plus d'épaisseur à ça, moi, avant de faire de la bande dessinée, j'étais allé en biologie. Ma passion de jeunesse, c'était les insectes. Je collectionnais des insectes et tout. Et je m'en allais directement en biologie, puis finalement, j'ai bifurqué vers l'art. Et ça sert à rien, en fait, mes connaissances de biologie pour faire des comics, à part quelques détails d'anatomie. Mais dans le cas de Swamp Thing, là, j'ai enfin pu explorer mes connaissances sur la biologie des plantes. Ouais, non, mais l'idée, c'est pour moi, un personnage en tant que soit juste le personnage n'a pas une véritable valeur. Ce qui a une véritable valeur, c'est le monde dans lequel il évolue, le style de storytelling pour... j'ai pas y a-t-il un équivalent français à storytelling? La manière de raconter l'histoire, comme... Pour faire une analogie, disons, Sherlock Holmes seul, c'est un personnage intéressant, mais c'est intéressant le style de Conan Doyle, c'est intéressant le monde londonien de l'époque. C'est la même chose pour Swamp Thing. Pour moi, Swamp Thing est synonyme avec une espèce de recherche expérimentale graphique à cause de Bissett, entre autres, qui faisait vraiment des panels étranges, qui poussait un peu plus loin la façon de raconter l'histoire en BD à l'américaine. Et entre autres, quand on va dans le monde des plantes, le green, je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, le vert, l'esprit des plantes, il y a une espèce de trip un peu acide, un peu surréel, un peu psychotronique, un peu étrange. Il y a R2D2 parmi nous, mais c'est ça les conventions, hein? C'est un peu la folie. Et pour moi, je voulais recapturer cette espèce d'aspect graphique-là. Et le script de Scott Snyder, surtout lorsqu'on allait dans le green, était assez terre-à-terre. C'était des allers-retours. Un personnage humain disait quelque chose, un arbre disait quelque chose pendant qu'on était dans le green. Tandis que la version de Bissett et d'Alan Moore, c'était complètement des tripes d'acide, un peu des collages, des salamandres, des trucs un peu surréels. Et de façon à pouvoir combler mon ambition de faire du surréel, tout en donnant à Scott le genre de cases dont il avait besoin, j'ai décidé de changer les tours de cases, en fait. Fait que c'est des cases traditionnelles, mais les tours de cases, c'est farfelu, c'est organique, tout ça. Et c'est devenu un peu le leitmotiv de Swamp Thing. Tout dépendant de ce qui arrive dans l'histoire, le tour de cases est différent, en fait. En regardant le tour de cases, on sait ce qui se passe dans la case avant même d'avoir dessiné quoi que ce soit. Bon, en fait, le défi Wonder Woman est arrivé avant Swamp Thing de beaucoup. J'étais chez Marvel, je faisais du Wolverine, du X-Men et tout ça. Et on m'a approché pour aller faire Wonder Woman Earth One. À l'époque, c'était pas Earth One. À l'époque, c'était autre chose avec Grant. Mais quand je suis arrivé chez ils m'ont signé exclusif, tout ça. Moi, j'avais déjà travaillé avec Grant avant sur
Seven Soldier, puis Grant avait aimé son expérience, donc il voulait m'avoir sur Wonder Woman. Mais au moment d'arriver, Grant était débordé par Batman. Il y avait le Return of Bruce Wayne, Batman and Robin, il voulait faire Batman Inc. Et on m'a demandé plutôt que de faire Wonder Woman immédiatement, d'aider à clore la grosse, immense histoire de Batman de Grant. Donc j'ai fait Return of Bruce Wayne, j'ai fait Batman Pirate, la version pirate de cette histoire-là. Ensuite, j'ai commencé Batman Inc., sachant très bien qu'avec un mensuel, c'était invivable pour moi. Donc j'ai fait les 5 premiers numéros, 4 des 5. Et après ça, on était censé faire Wonder Woman. Un coup que tout était réglé, on faisait Wonder Woman. Mais là, il y a eu le New 52, où là, ça a tout changé l'horaire. Le Grant devait faire Superman parce qu'ils avaient besoin de leurs plus gros écrivains possibles sur Action Comics. Et bon, on m'a offert Swamp Thing, et pour les raisons que j'ai expliquées, mon amour de Swamp Thing faisait que ça devenait irrésistible. Je connaissais déjà Scott, parce qu'à l'époque où je faisais Batman Inc., lui, il faisait détective. Donc, on était en contact dans les chaînes d'email, tout ça. Puis on a des amis communs, Raphaël, entre autres, Albuquerque. Fait que j'étais allé faire Swamp Thing, Grant est allé faire Superman. Puis au moment où on avait fait notre mission sur le New 52, là, on s'est réunis à nouveau pour faire finalement le Wonder Woman. Mais cette longue genèse-là a eu l'avantage que ça m'a permis de réfléchir longtemps à c'est quoi mes intentions, que faire graphiquement, entre autres, puis surtout la philosophie, parce que Wonder Woman, c'est une histoire, tout ça, mais on a vraiment des ambitions féministes, des messages à passer pour l'Américain moyen, en utilisant Wonder Woman comme véhicule pour faire la promotion d'une sexualité moins coupable, disons, et d'un féminisme plus proactif. Là. Les Américains ont encore du rattrapage à faire dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est moi. Ah oui, le fameux vaisseau. C'est moi, en fait. Moi, en regardant le script de Grant, en faisant mon design, je me suis laissé emporter un petit peu. Les scripts de Grant sont assez ouverts, en fait. Ils donnent beaucoup de place à l'artiste. Peut-être pas tous, mais en fait avec moi, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Puis bon, est-ce que c'est vraiment si évident? Grant voit un vagin là-dedans. C'est pas faux, mais c'est pas si évident. Les gens qui n'auront pas lu le commentaire de Grant vont peut-être pas le deviner, mais j'avoue que j'étais seul à la maison, je riais, je faisais ça, puis bon. Oui, le livre est tout fini, couleur, il est lettré, tout est fait. Mais Warner Brothers préfère sortir le livre en partenariat, d'une certaine façon, avec la sortie du film, profitant du battage publicitaire, parce que Wonder Woman est dans le film, puis là, ça permet de l'attraction. Pour faire des grands succès de vente maintenant en comics, on ne peut plus seulement se fier sur la petite bulle des connaisseurs de comics qui achètent des comics. Il faut réussir à rejoindre le monde extérieur, le vrai monde. Un film peut permettre cette transition-là. On se rappelle que Joker, par exemple, d'Azzarello et de Libermejo, était sorti en même temps que le film de Nolan où le Joker était dedans. Puis il y avait une espèce de lien graphique un peu dans cette histoire-là. Et ça avait propulsé les ventes à des niveaux astronomiques, des trucs incroyables. Et ils espèrent un peu la même chose. En toute honnêteté, le Wonder Woman qu'on fait est très positif, est très brillant, ensoleillé. Moi, j'ai essayé d'utiliser le plus possible le blanc de la page, pour mettre les choses le plus... Juste donner un peu de joie et de couleur et de... La bande dessinée, surtout chez DC, on est dans un monde un peu dark. Là. Et les films c'est très ça. Là. Le film de Nolan, c'est ça. Le film de Superman, moi, j'espérais peut-être un Superman un peu plus en contraste avec ce que Nolan avait fait. Mais pas du tout. On s'est ramassé dans un monde désaturé, un peu... Et j'ai l'impression que ce film-là qui s'en vient de Superman, Wonder Woman et Batman va être assez noir, assez dur aussi, là, assez réaliste. Et, personnellement, moi, c'est pas ma tasse de thé, mais au niveau market, je comprends que ça vend bien cette espèce de... Enfin, le Superman a eu un succès immense. Alors, qui suis-je pour contester les choix de DC? Oui, mais en fait, c'est arrivé presque par accident. Initialement, il était censé avoir un combat, puis au fur et à mesure...
m'envoyait 10 pages à la fois. Donc, il n'y avait pas un plan de match complet initialement. Et page après page, on s'est rendu compte qu'on était dans un autre mood. On n'était pas dans un mood de guerre ou de bataille. On a passé beaucoup de temps sur l'île. Il restait très peu de temps pour la viande de l'histoire. Puis à un moment donné, c'est arrivé comme une solution naturelle de pourquoi on a vraiment besoin de conflits physiques à ce moment-ci. On a tout simplement décidé de ne pas le faire, ce qui, d'une certaine façon, rajoute au statement on peut faire des histoires autres. C'est pas des... La bande dessinée américaine, souvent, c'est un peu comme la lutte. Hein? Comme à peine d'histoire, parce que on se bataille, on se tapoche, puis ça devient ça le propos. Moi, j'ai aucun plaisir vraiment à faire des batailles. Parfois, c'est obligatoire. Les Américains, c'est ça aussi, les films d'action, c'est la poursuite d'auto, où on se tape sur la gueule, mais puis l'histoire est un peu tenue, mais nous, on a essayé de renverser la chose et prouver que, dans le fond, un comic peut être fait en parlant d'autres choses, en utilisant des super-héros. C'est déjà de la science-fiction, ils ont des pouvoirs merveilleux, whatever, mais on n'a peut-être pas besoin d'un conflit physique pour que ça fonctionne quand même. Mais là, je suis en transition. On va voir comment le premier Wonder Woman fait. J'ai encore une couple de trucs chez DC. Je fais des couvertures, entre autres. J'ai un projet chez DC qui s'en vient. Sinon, on verra. Il n'y a rien que je peux annoncer. Les chances sont que si Wonder Woman fait très bien, il y a peut-être un autre volume éventuellement dans le futur. Mais ça m'a pris tellement de temps à faire le premier. J'ai vraiment besoin de me vider l'esprit entre les deux. Là. Potentiellement, oui, ça fait partie de ce qui est sur la table. C'est un excellent timing pour le Creator Own. Et soit à l'extérieur chez Image, ou même peut-être chez Vertigo. Vertigo change un peu leur relation avec les auteurs. Je pense que ils ont la présence d'esprit de voir, en fait, de percevoir que tout le monde s'en va chez Vertigo. Là. Les grands noms quittent les deux majors chez DC et Marvel, s'en vont chez Image, font très très bien. En partie parce que le deal de Creator Own de Vertigo, c'est pas super intéressant. Fait que là, ils sont en train de changer tout ça pour essayer de garder ces ressources créatrices-là. Et dans le cas de Warner, ils ont vraiment besoin de ressources créatrices intéressantes. Disney est très bien placé pour l'instant au niveau du marché, avec Star Wars, avec les films de X-Men qui vont très bien, de super-héros en général, Avengers qui vont bien, pas X-Men, X-Men c'est Sony. Ils peuvent faire des Pirates des Caraïbes, etc. Tandis que Warner, d'une certaine façon, après avoir épuisé tout Lord of the Rings, épuisé tout Harry Potter, ben là, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste DC, mais il y a moins de choix qu'à Disney. Là. Fait que créer des franchises, créer des trucs pour lesquels ils peuvent capitaliser, ça devient intéressant pour eux. Et si tout le monde s'en va chez Image, ben, ils perdent des opportunités. Là. Ouais. Mais en fait, justement, la question, c'est de te dire, maintenant que sortira Wonder Woman, pour toi, c'est du passé? Oui, non, OK, attention. Il y a un cycle dans le travail. Alors, il y a un délai. Oui, non, mais il y a vraiment tout un cycle. Au moment où je dessine, je suis satisfait. Au moment où, la face, c'est bien, j'aime bien ce visage, je continue, je suis capable de faire le reste du corps sans capoter, bon, tout va bien. 3-4 heures après, je regarde, je suis comme... J'ai déjà un malaise. Après ça, à la fin de la journée, si je peux avoir une certaine distance, ça redevient acceptable. Je peux l'envoyer à mon éditeur. Donc ça, c'est dans la journée. Ensuite, dans les mois qui s'en suivent, je peux revenir sur le travail et être satisfait pendant un mois ou deux. Puis après ça, peut-être 5-6 mois après, ben là, ça devient, bon, c'est passé, c'est plus intéressant. 1 an et demi après, ou à peu près 2 ans, j'ai découvert que là, je regarde mon travail, je dis, mais j'étais bon, je me donnais, je suis plus capable de faire ça, c'est tellement de travail, j'ai comme oublié la douleur de le faire, comme, ça venait naturellement, c'est incroyable. Et ça dure pour le travail. Fait, donc là, mes Swamp Thing sont dans cette partie-là. Là. Mais à partir du moment où ça tombe dans le 10 ans, là, je peux faire un retour. J'ai regardé mes Wonder Woman de l'époque, mes Gambit, des trucs que j'ai fait. Et là, ça descend. Là, c'est rendu inacceptable. Et ça ne peut plus revenir. Je sais que le cycle, a fait son chemin. Puis là, c'est rendu des...
c'est inacceptable. Parce que maintenant, j'en connais tellement plus qu'à l'époque. En fait, c'est ce que j'aime croire. Mais bon, il y a encore des gens pour me dire qu'ils aiment ça. Fait que c'est réconfortant. Mais non, ça peut être un peu déprimant. On a déménagé le studio, puis je devais changer, faire classer mes propres copies, parce qu'on m'envoie des copies de mon propre travail. Il y a des vieilles affaires là-dedans dans des boîtes. Puis là, je me suis réexposé à mon travail de jeunesse, puis c'était comme... Oh! Ben bon. Ça serait probablement Topi. J'irais dans l'italien. Parce qu'il y a une espèce de liberté. On est dans un moment de transition en bande dessinée. C'est la même chose en art aux États-Unis. Les générations se succèdent et réagissent et s'opposent un peu graphiquement à la génération précédente. Ce qui a donné comme... Moi, je suis la génération de J.G. Jones, Adam Hughes et ces gars-là qui sont allés réalistes par opposition à Jim Lee. En fait, par opposition à Matsuda qui était très manga, Capcom un peu. Donc nous, on a réagi à ça. Mais la génération actuelle réagit à nous et notre... Oh, c'est pas grave. Les enfants qui sont... nous, on réagit... C'est ça, nous, on a réagi au manga et la génération... Matteo Scalera, Sean Murphy réagit à ce qu'on fait, nous, en regardant notre ancrage qui est très conscrit, très contrôlé, en étant libre. Ils débarquent, ils sont énergétiques, ils font des trucs de pinceau, du dry brush, des affaires garochées sur la page, qui rappellent très Topi, dans cette espèce de liberté dans l'esprit, de faire, bon, on va faire des lignes, sans trop se poser de questions, mais juste penser à l'espèce d'équilibre graphique. Et c'est un espèce d'instinct que moi, j'essaie de trouver dans mon travail, me donner plus de liberté. Je suis plus content quand c'est plus agréable quand tu es libre, mais des années de travail acharné à être minutieux m'ont comme un peu enfermé dans un carcan graphique. Alors moi, j'irais dans Topi, puis j'y volerais son espèce de génie liberté. Plaisir.